Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur TV Vendée en ce lundi 19 mai dans votre matinale. J'espère que vous allez bien en ce début de semaine après avoir profité d'un week-end sous le soleil. Pas certain que la semaine soit placée sous le signe du soleil. D'ailleurs, nous en parlerons dans quelques instants. Bon courage à vous si vous apprêtez prendre le chemin du travail ou des cours. Je vous rappelle bien sûr que vous pouvez réagir à l'actualité du jour avec le WhatsApp officiel de la matinale dont voici le numéro. N'hésitez donc pas à envoyer un petit message avec votre prénom et votre commune de résidence. Nous avons reçu sur ce plateau il y a quelques instants Raphaël Granec de Solignac, chargé de mission économie à Les Sables d'Olonne Développement. Il est venu nous présenter la première édition du salon Eau, Énergie, Déchets qui aura lieu demain aux Atlantes au Sables d'Olonne, un salon réservé notamment aux dirigeants d'entreprises. Interview que vous retrouvez désormais sur tvvendée.fr. Voici maintenant les titres de l'actualité de ce lundi. Jeudi dernier, 16 entreprises vendéennes ont reçu le label employeur partenaire des sapeurs-pompiers. Cette distinction valorise leur engagement à faciliter le volontariat de leurs salariés pompiers. En Vendée, 900 pompiers volontaires sont en service, dont les 2/3 travaillent dans le privé. Vendredi, le groupement des hôpitaux de la Vendée a réuni pour la première fois tous les acteurs de la santé vendéenne lors de la journée Ensemble innovons pour la santé. L'objectif, favoriser la coopération entre établissements plutôt que la concurrence, une démarche pour améliorer l'attractivité du territoire et le parcours de soins des patients. Ce week-end avait lieu la 21e nuit européenne des musées, invitant le public à découvrir le patrimoine autrement en soirée. En Vendée, plusieurs sites y ont participé, dont Vendée Vitrail, l'Historial ou encore le musée Blocos Hôpital des Sables d'Olonne. Ce dernier offrait une visite insolite à la lampe torche jusqu'à 22h, une visite que nous avons pu suivre. Mais avant de développer l'actualité du jour, on fait un tour du côté de la météo pour aujourd'hui et je vous le disais, les nuages font leur retour sur l'ensemble de la Vendée ce matin, comptez 12 à 14 degrés. Dans l'après-midi, c'est la pluie qui sera de retour, quelques orages sont même annoncés, notamment dans le sud du département, comptez 19 degrés dans les terres, 21 degrés sur le littoral. On fait le point maintenant sur les horaires des marées pour aujourd'hui avec une basse mer à 3h30 et 16h, pleine mer à 10h et 22h30, coefficient de 47 à 45, le passage du Gois lui sera au plus bas à 16h30. Il est temps de faire le tour des marchés du jour avec le marché de Benay aujourd'hui de 8h à midi, c'est place du Champ de Foire. On retrouve également celui de Jars-sur-Mer de 8h à midi et demi, place des Ormeaux, et le marché des Sables d'Olonne, c'est de 8h à 13h au niveau des halles éphémères cours Louis-Guédon, puisque les halles centrales sont en cours de restauration. On fait maintenant un petit point sur vos conditions de circulation. Rien de particulier ce matin, si ce n'est les ralentissements habituels à l'heure de l'embauche. Attention néanmoins sur la D763, un ralentissement assez conséquent dû à des travaux sur la 4 voies, donc entre La Roche-sur-Yon et Bellevigny. Vous avez également des travaux sur la D948 entre La Roche-sur-Yon et Bournezeau, à hauteur de Bournezeau, où une partie des voies sont fermées à la circulation. Prudence également sur la D137 dans la traversée de Saint-Jean-de-Beugny avec une circulation alternée. Et puis enfin quelques perturbations aussi à prévoir à l'entrée des Sables d'Olonne avec au niveau de l'hôpital avec les travaux de construction de l'Arena, à la future grande salle de sport et de spectacle. Et aujourd'hui nous fêtons les Yves. Bonne fête à tous. Et le soleil s'est levé ce matin à 6h24. Il se couchera ce soir à 21h40. Il est temps de passer à l'actualité de ce lundi 19 mai. Voici le journal. Nous commençons avec l'actualité politique du week-end. Bruno Retailleau a été élu président du parti Les Républicains ce dimanche. Il fut président du Conseil général de la Vendée, puis président de la région Pays de la Loire et sénateur de la Vendée. Bruno Retailleau est entré au gouvernement en tant que ministre de l'Intérieur en septembre dernier. Après 3 mois de campagne, les adhérents donc des Républicains l'ont choisi comme président. Il a recueilli 74,31% des voix contre 25,7% pour Laurent Wauquiez, son adversaire. Cette élection fait de Bruno Retailleau le candidat désigné des Républicains pour la prochaine élection présidentielle de 2027.
Jeudi dernier, le service départemental d'incendie et de secours de la Vendée organisait la 8e remise du label employeur partenaire des sapeurs-pompiers. 16 entreprises ont ainsi été mises en avant par cette distinction. Les employeurs concernés aménagent le temps de travail de leurs salariés pompiers volontaires pour leur permettre d'assurer leur garde, mais aussi les formations nécessaires à leurs interventions. 900 pompiers volontaires sont présents en Vendée, dont les 2/3 travaillent dans le secteur privé. Reportage Louise Viadger. Camille est pompier volontaire depuis 1 an et son employeur lui a aménagé du temps pour qu'elle se forme. J'ai principalement commencé par le secourisme, donc là ça dure à peu près 2 semaines. Et puis après du coup, après avoir fini mon secourisme, je suis allée vers l'équipier incendie où pareil ça m'a pris à peu près 2 semaines. Et après il y a des petites formations diverses comme l'opération diverse là qui prend 3-4 jours de formation éventuellement. L'entreprise de Camille fait partie des 274 employeurs qui ont signé l'année dernière une convention avec le SDIS pour faciliter l'engagement des pompiers volontaires. Une démarche importante qui fait la différence sur le terrain. Moi, de ma spécialité de chef d'agré tout engin, conducteur poids lourd, je m'aperçois très facilement qu'il y a des fois, il n'y a qu'un conducteur échelle, c'est moi. Donc si j'étais pas conventionné, fatalement l'échelle partirait de plus loin. Donc dans le délai d'intervention des secours, c'est très important de conventionner sapeurs-pompiers aujourd'hui. Pour saluer cet engagement, les membres du SDIS, du département et le préfet ont remis 16 labels employeurs partenaires de sapeurs-pompiers. Une soirée organisée aussi pour montrer qu'il est possible d'aménager l'emploi du temps. C'est justement sous forme, avec un peu d'anticipation qu'on réussit à régler ces sujets-là pour que ce soit le plus fluide, le plus compatible avec l'organisation ou de l'agence ou du service concerné, mais ça se fait très bien. Il n'y a pas de règle puisque chacun peut fournir une forme de disponibilité, que ce soit un retard à l'embauche, que ce soit un temps de garde programme à l'avance ou un départ impromptu en intervention sur le temps de travail. Les efforts sont différents et plus ou moins faciles à mettre en œuvre pour les entreprises. Mais dans ces 16 labels, nous faisons le choix et nous portons une attention particulière à ce que tous les segments d'activité soient représentés. Une centaine de nouvelles conventions ont été signées en 2024 en Vendée, dont 2/3 sont issus du secteur privé. Vendredi, le groupement hospitalier de la Vendée a organisé la première édition de la journée Ensemble innovons pour la santé. C'était donc la première fois que l'ensemble des acteurs de la santé dans le département se réunissaient pour discuter innovation. Là où auparavant il pouvait y avoir une concurrence entre hôpitaux, l'objectif est désormais de s'inspirer les uns des autres pour aller plus loin et rendre le territoire attractif pour le personnel soignant. En clair, être à la hauteur des enjeux de la santé pour offrir un meilleur parcours de soins aux patients. Chacun s'aperçoit que l'innovation est accessible pour tous et l'innovation est faite partout. Je parle de l'innovation de la technologie sur des lunettes connectées pour le parcours préopératoire. Je parle du robot chirurgical. On parle des innovations notamment en psychiatrie sur des modalités de prise en charge. Innovation en management sur la gestion du personnel. Donc tout ça qui va être exposé aujourd'hui. La technologie va nous amener beaucoup de choses pour faire de la télémédecine, de la télésurveillance. Pour pouvoir prendre en charge plus de patients avec plus d'autonomie. Les élections municipales se tiendront en mars 2026 et elles se préparent déjà. Les déclarations de candidature se multiplient dans différentes communes du département. À La Roche-sur-Yon, Romain Bossis a été investi pour prendre la tête de la liste d'Union de la gauche ce week-end. Une primaire était organisée par le collectif Consultation citoyenne lyonnaise, mais il était le seul candidat. Romain Bossis est médecin de profession et conseiller municipal d'opposition depuis 2020. Il va donc prendre la tête d'une liste réunissant les différents partis de gauche. Objectif, reprendre la mairie de La Roche-sur-Yon en s'appuyant sur 3 axes: démocratie, vivre ensemble et transition écologique. Alors le projet municipal, il est encore en cours de construction. Ça fait 2 ans qu'on est sur le terrain avec le collectif de la consultation citoyenne et puis avec les différentes organisations politiques de gauche et écologistes sur la ville. On est allé à la rencontre des habitants sur le logement, sur se soigner, sur se déplacer. Et puis on rencontre aussi énormément d'acteurs locaux qui viennent enrichir nos valeurs, notre vision de la ville. Et donc voilà, on dévoilera petit à petit notre projet municipal dans les prochains mois. Aujourd'hui, on est au travail, on lance la campagne pour La Roche-sur-Yon, pour les Lyonnaises, pour les Lyonnais.
Nous prenons maintenant la direction de Saint-Florent-des-Bois, d'où partait hier la 17e édition de la Solexarde, une randonnée en Solex avec 82 km au programme à travers la Vendée. À 150 participants s'étaient donc donné rendez-vous venus de 7 départements. Un événement convivial pour passer du bon temps et échanger autour de la passion du Solex, le tout sous le soleil. Bon, aujourd'hui, il fait beau, donc c'est vrai que les gens viennent plus facilement. L'année dernière, on a vu un temps épouvantable et on a vu beaucoup d'annulations le matin, quoi. Voilà, donc aujourd'hui, c'est chouette. Alors, c'est le plaisir de partager une passion, surtout commune, et puis de rencontrer des gens, voilà. Donc nous, le club, les bases, c'est la convivialité, le partage, voilà. Donc le parcours fait 82 km, nous avons 150 Solex au départ et 36 motos pour la sécurité. Et bien sûr, une voiture ouvreuse et beaucoup de fourgons à l'arrière pour les pannes éventuelles. Voilà. Ce week-end se déroulait également la 21e édition de la Nuit européenne des musées, lancée en 2005 et coordonnée par le ministère de la Culture. L'événement propose de découvrir le patrimoine de manière différente, en partie de nuit, comme son nom l'indique. En Vendée, différents lieux y participaient, comme Vendée Vitrail à Mortagne-sur-Sèvre, l'Historial de la Vendée au Luc-sur-Boulogne et le musée Blocos Hôpital des Sables d'Olonne. Ce dernier fermait donc ses portes à 22 h au lieu de 18 h habituellement et proposait aux visiteurs de découvrir les lieux à la lampe torche. Louis Viadger a participé à la visite pour nous. Alors qu'il faisait encore jour à l'extérieur, des curieux ont choisi de découvrir ou de redécouvrir le musée Blocos Hôpital. Une visite guidée, éclairée à la lampe torche pour replonger à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. C'est très complet et puis avec la lampe torche, effectivement, ça donne un petit côté excitant et on a trouvé le Blocos vraiment très bien équipé, tout est bien conservé et effectivement la visite là, a été vraiment très intéressante. Il fallait se frayer un chemin dans cet authentique bunker de 350 mètres carrés. On y retrouve des objets de la vie quotidienne sous l'occupation et des reconstitutions de scènes d'époque. Et franchement surpris, surtout par les différentes salles où on voit les salles d'opération, les salles pour les blessés, les différents types de blessés qu'on pouvait avoir avec les gaz ou des choses comme ça. Pour cette nuit européenne des musées, 3 visites guidées étaient organisées entre 19 h et 22 h. Un parcours de 3 quarts d'heure entre ces murs de 2 mètres d'épaisseur. Pour le guide, la lampe torche permet de mettre en lumière l'histoire de certains objets. C'est la salle des ventilateurs qui est complète, avec les ventilateurs électriques, les ventilateurs manuels. Vous avez vu, hein, j'ai pu actionner. Alors ce qu'il y a, c'est qu'on est vraiment dedans. C'est un blocos, un musée, où on est vraiment au contact des objets. On n'est pas trop, sauf les vitrines où il y a des mannequins, mais autrement les objets, on peut les toucher. Et donc les ventilateurs, c'est vrai qu'on peut manier la manivelle et puis voir ce que ça fait de toucher l'histoire, quoi. Le musée organise 2 fois par an des visites à la lampe torche. Il faudra patienter jusqu'au 31 octobre à Halloween pour redécouvrir cette atmosphère. La ville de Pouzauges est en finale pour être la ville la plus fun de France. Un concours lancé par la radio Fun Radio et auquel Laetitia a donc inscrit sa commune de cœur, Pouzauges. Pour gagner, elle doit même accomplir un certain nombre de défis. Et grâce au soutien des habitants et de ses collègues, Laetitia a déjà permis à Pouzauges d'éliminer Lille, Nîmes et Nantes et affronte donc pour la première place à la commune de Salindre dans le Gard, à gagner une émission spéciale sur la commune. Le fait de travailler en grande distribution, j'ai quand même tous mes collègues et comme je suis je suis du coin, donc forcément les gens me connaissent. Donc on a des affiches, les commerçants jouent le jeu en mettant des affiches aussi. Nos amis forcément, la famille, tout le monde se regroupe et puis en fait les amis, les collègues en parlent aussi à leur entourage et forcément ça va très vite se propager, quoi. Il est temps donc de regarder ensemble votre météo de ce lundi matin avec pas forcément que des bonnes nouvelles. La météo se dégrade et ce sont les nuages qui dominent sur l'ensemble de la Vendée. Et quelques gouttes de pluie sont même attendues dans une bonne partie du sud du département. Le vent, lui, vient de l'est et souffle entre 25 et 45 km/h. Au niveau des températures, comptez 12 degrés à Montée-du-Vendée, 13 à La Châtaigneraie et à Beauvoir-sur-Mer et 14 degrés à Fontenay-le-Comte, La Roche-sur-Yon, les Sables de
Dolonne, la Tranche-sur-Mer ainsi que l'Île-Dieu. C'est la fin de ce journal, il est temps de passer à l'actualité sportive du week-end. Et on commence ce journal des sports avec du football pour la 30e et dernière journée de National 2. Les Herbiers, deuxième ex-aequo, recevaient Avranches, 8e samedi au stade de Massabielle. Une première mi-temps riche en occasions pour les Vendéens, mais aucun but marqué. C'est à l'heure de jeu que Shelton Guillaume ouvre le score pour les Herbiers. Leur adversaire n'ont donc que peu de situations en deuxième période et Sambala Keita marque un deuxième but pour les Herbiers à la 80e minute. Score final 2-0 pour le Vendée et les Herbiers Football qui reste deuxième du classement de la poule B de National 2. La fédération doit encore décider dans les prochains jours quel club pourra prétendre à la montée en National 1 parmi les meilleurs deuxièmes des trois groupes. Les Herbretais peuvent donc encore espérer une montée, affaire à suivre dans les prochains jours. 8e victoire d'affilée. Je crois qu'on finit deuxième, il me semble. Donc c'est voilà, très belle saison. Meilleure attaque, meilleure défense, meilleur buteur du groupe, meilleure équipe à l'extérieur. Donc voilà, il nous a manqué un peu de points à domicile pour pouvoir faire un peu mieux. Mais il n'y a pas de regret parce qu'ils ont tout donné à l'image du match qu'ils ont fait là. On voulait un top 5, un top 6. On finit deuxième. Donc voilà. Donc, en général, on dit qu'il faut faire mieux les années suivantes. On va déjà se reposer et puis bien préparer la suite. On passe au basket maintenant avec la Nationale 1 masculine et les quarts de finale aller des playoffs. Le Vendée Chaland Basket se déplaçait à Tours vendredi soir. Les Chalandais se sont imposés à 77-69. De leur côté, les Sables Vendée Basket recevaient Quimper vendredi soir également à la salle Beau Séjour. Les Sablais, qualifiés pour la première fois de leur histoire en playoff de Nationale 1, avaient fort à faire face à Quimper, premier du classement et déjà assuré de la montée en Pro B la prochaine saison. Devant leur public, les Sablais ont dominé la rencontre, menant 21-15 à la fin du premier quart-temps, puis 36-26 à la mi-temps, avec de nombreux paniers de Grégory Le Sort et Brandon Mogmer. Le troisième quart-temps s'achève 60-46. Les Capérois vont réussir à revenir 74-70 à seulement 2 minutes de la fin, mais Mogmer remettra le couvert avec 3 points, plus un lancer franc, permettant à l'équipe des Sables Vendée Basket de l'emporter 77-70. C'est une belle victoire, on est content d'avoir pu fêter un petit peu cette qualification en play-off devant notre public. Les gens ont répondu présent, je pense qu'ils ont vu un beau match, donc maintenant il faut récupérer les blessés et puis essayer d'aller en chercher un Quimper pour revenir dans 2 semaines. Ce soir on a réussi à avoir un peu d'adresse, un peu de rythme, on prend le match, c'est une belle victoire et puis ça nous permet d'espérer peut-être, on s'est rapproché un peu des demi-finales. Un mot de rink hockey maintenant. L'équipe de la Vendéenne se déplaçait samedi à Coutras pour la demi-finale de la Coupe de France. Défaite pour les Vendéens sur le score de 4-2, malgré de beaux points marqués par Mir et Korotsek. On passe à la boxe maintenant avec ce gala qui avait lieu vendredi soir au Sable d'Olonne à la salle Pierre de Coubertin en présence des Vendéens Enzo et Hugo Gros. Nous avions d'ailleurs assisté à la pesée officielle jeudi dernier. 500 spectateurs étaient donc présents pour ce gala qui a débuté par plusieurs combat amateur avant que Hugo Gros n'entame son match, son premier chez les professionnels. Il affrontait le champion du Salvador, Alejandro Rivera. Victoire du Vendéen par KO en 3 rounds. Ensuite, son frère Enzo Gros a effectué son 6e combat professionnel contre le Nicaraguayen Moïse Garcia. Et là aussi, victoire pour le Vendéen qui remporte 5 rounds sur 6. Une belle soirée donc pour les deux frères. Une bonne frappe, donc j'ai misé dessus, j'ai essayé de faire mal dès le début pour qu'il évite de rentrer et de me prendre par surprise. Donc j'ai bien construit ma boxe, je l'ai installée. Tactiquement, on avait visualisé ces vidéos au Prala pour installer un game plan. Et au final, ça a payé. Beau KO 3e round, donc hyper satisfait. Chez les pros, les gants sont beaucoup plus petits. On a des bandages qui sont beaucoup plus durs. Donc on sait que les coups, ils pardonnent pas. Donc il faut être hyper vigilant et je l'ai été. Donc c'est bien, mais forcément, ouais, un petit stress en plus. Après 130 combats en amateur, c'est bizarre de se dire dans le vestiaire que c'est le premier. Je vais en garder des souvenirs toute ma vie. Un premier combat, on ne l'oublie jamais et j'espère que c'est la suite pour de belles choses. On savait que c'était quelqu'un avec beaucoup d'expérience, plus de 300 combats en amateur. Là, c'était son 25e ou 26e combat professionnel. Donc on savait que ça allait pas être facile, mais c'est des combats comme ça qui nous font avancer. Donc on est super satisfait et c'est top. On va grimper, comme j'ai dit encore une fois, dans les classements et avancer encore petit à petit.
Tout le monde est content, on va bien dormir, on va prendre une petite semaine de récup avant de repartir au travail, mais des soirées comme ça, on en veut encore et encore. Et c'est la fin de ce journal des sports, il est temps de passer au plus de l'info du jour. Et le plus de l'info aujourd'hui est consacré à cette journée d'échange organisée par Réseauville avec l'Agence régionale de santé, durant laquelle un chiffre choc a été révélé dans notre région. Les personnes issues des milieux les plus défavorisés vivent en moyenne 13 ans de moins que celles des catégories les plus favorisées. On a comparé l'état de santé des habitants qui étaient bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire, donc des populations plutôt vulnérables, avec des populations qui ne sont pas bénéficiaires de cette C2S et qui sont considérées comme pas vulnérables. Et on observe des écarts d'état de santé qui sont majeurs et qui sont observés également au plan régional. Tout de même, quand même, on peut observer une petite particularité, ce qui est que sur les problématiques de santé mentale, de proportion de personnes prises en charge pour des affections psychiatriques, les écarts entre des gens qui sont vulnérables, donc bénéficiaires de la C2S, et des gens qui sont non vulnérables, sont encore plus marqués que ce qu'on peut observer au plan régional. Aujourd'hui, en France, et dans les Pays de la Loire, si on prend les Pays de la Loire, entre les catégories socio-professionnelles les plus aisées et les catégories socio-professionnelles les plus précaires, on a 13 années d'espérance de vie de différence. Ce qui est effectivement une différence, un écart extrêmement important. Et du coup, les autorités de santé, les collectivités et les associations sont, en devoir d'agir pour réduire ces inégalités. C'est multifactoriel. En fait, la santé, elle est basée ou elle se fait au travers de multiples déterminants de santé. Les déterminants biologiques représentent une part extrêmement minoritaire, à peu près 20% de notre état de santé. Mais c'est tout l'environnement dans lequel on vit, la manière dont on est logé, la manière dont on se déplace, la manière dont on est... dont on bénéficie ou non de connaissances en santé qui génèrent aussi notre état de santé. On a besoin d'un État central qui va effectivement avancer sur des grandes questions. Ça veut dire investir massivement dans l'éducation pour qu'on prévienne le plus possible des décrochage scolaire, donc investir dans le logement, comme je le disais, investir dans des mesures qui vont protéger les travailleurs, les conditions de vie, qui vont réduire la précarité d'emploi, tout ça. Donc ça, c'est au niveau central. Au niveau local, là, on a besoin effectivement de gens qui connaissent le terrain, qui connaissent les besoins. Ce qui peut pourrir la vie, on pourrait utiliser une expression très académique, la vie des citoyens, ça peut être simplement l'absence d'un arrêt de bus, qui fait que là, on va galérer quotidiennement pour se rendre au travail ou accès aux loisirs, aux services. Si on veut réduire de façon significative les inégalités sociales de santé, il faut améliorer les conditions quotidiennes d'existence. Et voici pour ce plus de l'info du jour, on passe maintenant à l'extrait. Et l'extrait, c'est l'émission dans le rétro avec Romain Trichereau que vous retrouverez demain sur TV Vendée. Il vous parle de la construction de l'église de Saint-Paul-en-Parais et de cette histoire intrigante de Farfadet. Aujourd'hui, direction donc le bocage vendéen. À Saint-Paul-en-Parais, petite commune aux portes des Herbiers, il est une église, mais aussi une légende singulière et espiègle, celle des Farfadets bâtisseurs. Car ici, l'église ne se trouve pas au cœur du village, comme c'est souvent le cas ailleurs. Non, elle est un peu à l'écart, comme volontairement installée à la lisière du bourg. Ce détail, qui pourrait sembler anodin, a intrigué plus d'un historien. Pourquoi avoir construit une église loin du centre du village médiéval, autrefois concentré autour du château, dont la construction remonte au début de l'époque féodale? La réponse, dit-on, est ainsi cachée dans une histoire locale transmise de génération en génération, celle des Farfadets.
Et donc vous retrouvez ce numéro de Dans le Rétro demain sur TV Vendée. On passe tout de suite au jeu de la matinale. Avant de vous donner la question de cette semaine, je rappelle qu'on félicite Christophe qui a remporté le jeu de la semaine dernière, habitant de la commune des Épaisses, et qui repart donc avec ses places pour le chemin de fer de la Vendée. A gagné cette semaine une station météo offerte par le comptoir de la mer. Et voici donc la question de la semaine. Les Sables d'Olonne comptent désormais 2 nouvelles sablaises, mais de qui s'agit-il? Et voici le premier indice donc de cette semaine. Ces 2 nouvelles sablaises viennent d'un pays où il fait plus froid qu'aux Sables d'Olonne. Je répète, elles viennent d'un pays où il fait plus froid qu'aux Sables d'Olonne. Vous retrouvez bien sûr la question et l'ensemble des indices jour après jour sur tvvendée.fr, et vous avez jusqu'à vendredi midi pour tenter de repartir avec cette station météo offerte par le comptoir de la mer. C'est la fin de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr demain à partir de 7h. L'actualité, elle, revient à 12h30 avec le journal. Je vous souhaite de passer une excellente journée devant TV Vendée, bien évidemment.